Bravo. 5. Ouais, 5. 5. Ouais, mais pas Comme les moi. 5 doigts de la main que n'a Non. pas James Oh, mais quel Dolan. méchant. Non. 5 et la... Galaxy Pop. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, très bien. Je suis content d'être là. Je suis en train de peindre mon exocomp. C'est quoi un exocomp? Star Trek. C'est dans l'épisode The Quality of Life de Star Trek La Nouvelle Génération. Et c'est aussi Peanut Hamper dans Lower Decks. C'est un personnage? Bah maintenant oui, mais c'est pas les mêmes couleurs. Moi je le peins à façon TNG. Ah. Mais voilà. Ok, donc si vous voulez voir un exocombe, il y en a un derrière Thierry qui apparaît très régulièrement, qui fait coucou. Oui, voilà. Une race, techniquement. C'est devenu une espèce Ouais. apparente. Oh, il est là. Voilà. Et du coup j'en ai fait imprimer un en 3D, puis je suis en train de le peindre. Ok, ça Est-ce marche. qu'il est taille réelle? Non. Oh. Pas du tout, il est vraiment tout petit, il fait cette taille-là, quoi, un truc comme ça. Ouais, D'accord. Tu nous le figurine. montreras la prochaine fois? Ah, pourquoi pas, ouais. Montre-nous ton exocombe. Et salut Sean, comment ça va? Ça va très bien. Moi, je n'ai pas d'exocomp à montrer aux gens. Non, mais tu m'as l'air d'avoir un joli t-shirt. Ouais, c'est Deadpool, mais... Ah non, façon James Bond. James Bond. Ok, ça marche. On est là ce soir pour parler de l'épisode 16 de la saison 3 de Star Trek Enterprise. Doctor's Orders, qui s'appelle en français Seul dans l'espace. Ouais. Seul Ah oui. au singulier. Diffusé pour la première fois le Il y avait 18 dire quelque février. chose genre suspense ou On frisson, va ça rien doit dire. s'appeler comme ça, tu sais. Ah non, rappelez-vous, ça Cauchemar, je sais pas moi. non, toujours ça spoil. Ils auraient pu l'appeler comment on appelle ça quand on voit des choses qui n'existent pas. Bref, hallucinations dans l'espace. Flox a Oui, des ouais. hallucinations dans l'espace et à la fin il était seul. Mm. C'est le titre de l'épisode. Diffusé donc pour la première fois le 18 janvier 2004 et date stellaire interne inconnue. Pour les points positifs, non, d'abord la réalisation. Tiens, on va faire plutôt dans l'ordre logique. Point réalisation, c'est Roxanne Dawson qui l'a fait et qui l'a brillamment bien fait. Bravo Roxanne, bravo à toi. Et au scénario, Chris Black, qui ensuite, après, on en a déjà parlé de Chris Black, mais après, pour info, il est parti faire Sliders, Weird Science, Xena, la guerrière, Desperate Housewives, Ugly Betty, et maintenant il fait vraiment du drame très classique. Il a complètement quitté la SF. Traître. Et ouais, bah écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thierry, de cet épisode? Ouais, moi j'ai adoré. C'est vrai? Ouais, je m'éclate à chaque fois que je le revois cet épisode. Ok. Et toi, Sean? Ouais, c'est sympa. Sympa. Ok. Ça veut tout dire et rien dire. J'essaye de charger les notes, mais ça ne m'a pas envie. Donc, Je me suis pas pour les éclaté retours, devant ouais, l'épisode, si c'est ça, mais genre, j'ai rien contre. t'as rien contre. J'ai rien contre. Il est cet neutre épisode. pour toi. Ouais. Tu Mais il est neutre à penchant positif. Ah ouais, c'est encore pire que tout. T'es cette personne qu'on va voir, à qui on ouvre son cœur et tu nous dis « Ah, je t'aime comme un ami. » Ok, t'es sympa. Retour positif. Un vrai Je suis régal. dessus pour rien. Une petite perle de cette saison 3. Ou encore un des meilleurs épisodes de cette saison. Un univers paranoïaque et confiné à la alien, digne des meilleurs épisodes de The Twilight Zone, la 4e dimension pour les Français. Donc des retours positifs, très positifs. Une petite rêve par rapport à Twilight Zone, mais on en parlera à ce moment-là.
Ouais. Et retour négatif, un véritable foutage de gueule. Ok. Et un truc assez méchant. Quant au twist final, il est complètement foutu en l'air par la mise en scène insipide de Roxanne Dawson et autant par le jeu archi nul de Jolene Blalock. C'est incroyable d'être aussi méchant et faux. Hein. Je suis désolé, mais là, pour le coup, Rémi est spoil alert. offensé. Ah ouais, non, mais là, autant l'une que l'autre, d'ailleurs. Jolene joue très bien dans cet épisode et Roxane a fait une merveille de réalisation. L'épisode est particulièrement moyennement apprécié sur la CFST, la communauté francophone de Star Trek, puisqu'il a une note de 6,13 sur 10. Par contre, sur Ultime Frontière, il se paye l'une des notes les plus basses de la saison avec 4,75 sur 10. Ah ouais. Le seul épisode moins bien noté, c'était Extinction, qui avait eu 4 sur 10. C'est chaud. Donc pour une moyenne de 5,44. Ouais. Tu disais quoi? Les gens s'en foutent. Ah, c'est violent, hein. Je sais pas pourquoi. Bon, Firefox a décidé de ne plus fonctionner. Je n'ai plus accès à ça. Allez hop, c'est pas grave, j'ai mes notes ailleurs. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. C'est très compliqué. En tout cas, la moyenne des deux forums reste au-dessus de 5 finalement, si on fait la moyenne des deux forums. Oui, 5,44 hein, du coup. Ouais. Donc, c'est pas si mal. Oui, mais c'est la plus basse. Rares sont les épisodes d'Enterprise, pas juste la saison 3, de la saison au complet, où je suis choqué à un point où je trouve que l'épisode est dégueulasse, il vaut rien. Alors, c'est très rare quand ça arrive. Je vais être méchant en disant que rares sont les épisodes qui me surprennent, comme c'est une merveille de science-fiction, mais je pense que ça en dit long, c'est correct. La série est correcte. Ok. Les épisodes sont en moyenne, je trouve que ça va. Puis je trouve que quand tu arrives à la réalisation est abominable, non. Je sais pas où tu vas chercher ça. Tu te souviens de la note que tu lui avais donnée à l'époque, Sean? On peut aller fouiller là-dedans, je peux aller 3. fouiller dans mes dossiers. Non, mais si. Ouais, c'est ça. 0,5. Oh mon dieu, non. Pendant ce temps, pendant que Sean cherche, Thierry, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux me choisir entre Patrick Stewart, William Shatner, Avery Brooks ou comment il s'appelle, Dohan? C'est pas la question, c'est juste un choix. James Doohan? Ouais, juste un de ces 4 acteurs. Celui que tu veux, c'est pour orienter la question, mais ça n'a pas d'incidence. James Doohan, parce que j'aime bien les ingénieurs. Ok. Donc, si je vous dis... Combien de fois s'est-il frappé la tête en marchant dans... Ah, pardon, excusez-moi. Meilleure scène du film. Si je vous dis 1931, 1948, 1940 et 1920, laquelle de ces 4 propositions est la date de naissance de James Doohan? Sean. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, j'ai juste la dernière en tête. Donc la dernière, 1920, 1948, 1940 ou 1931? 31. Non, 31. Attends. Ouais. Quel âge avait-il au débarquement? Je sais pas. 1900... Comment ça, au débarquement? Quel débarquement? James Doohan a fait le débarquement en Normandie. De Normandie. C'est là qu'il a perdu son doigt. Ah ouais, mais attends, ça veut rien dire, quoi. C'est quoi? Il est tombé du bateau, il est tombé sur son doigt? Non, mais ça veut dire que s'il était né en 20, il aurait... Ouais, 20. 1920. Toi, tu dis 1920? Le débarquement de la Seconde Guerre mondiale, tu voulais dire. Oui, pas le débarquement des aliens dans la guerre des mondes. C'est là qu'il s'est coupé le doigt pendant le tournage du film. Et toi, Thierry? 32, tu disais? Non, 31, 40, 48, 20. Je vais dire 31. Tu vas dire 31, 1931. Je pense qu'il est plus jeune pendant le débarquement. C'était noté. Ça fait jeune. Le débarquement, c'est quelle année, Thierry?
C'est en 45. Non, Ils ont débarqué en 44, non? c'est... Ouais. 44. Ça lui aurait fait quel âge s'il était né en 31? Je veux pas être méchant, mais je pense que débarquer à 10 ans, Écoute, à 12 ans, c'est un peu chaud. à un certain point dans la guerre, là, ils étaient très jeunes. Oui, ça marche pas. Non, je pensais que... Oui, non, mais j'ai mal calculé mon coup. Ça me- Bon, bah, Ça me rappelle- tu peux marquer que j'ai perdu, hein, déjà. Hein, on a la réponse, en fait. Hein, ça peut On va être- le révéler. ça peut Bon, être j'ai pas eu le temps. intéressant, hein. Oui, en effet, James Doohan est bien né en 1920. Voilà. Donc, les autres années de naissance, c'était 1940 pour Patrick Stewart, 1931 pour William Shatner et aussi Nimoy, 48 pour Avery Brooks et 1920 pour Doohan, mais aussi de Forest Kelly. Je tiens à préciser que j'ai eu beaucoup de chance parce que je sais qu'il a fait le débarquement. Les autres acteurs, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc du coup, j'aurais pas vraiment eu d'indication. Alors, à la base, en fait, je voulais vous poser une question. C'est juste que Shatner a genre 93 ans, peut-être, quelque chose Ouais, il est comme ça. de 80. Ouais, oui, il a dû 92 au moins. À la base, en fait, je voulais vous poser la question lequel des deux était le plus vieux entre William Shatner et Patrick Stewart, puisque Stewart avait auditionné pour Star Trek, la série originale. En fait, ils ont 9 ans d'écart. Hein. Stewart est de 40 et Shatner de 31. Donc, vu que j'ai vu une grosse surprise, je me suis dit peut-être que ça va être trop facile. Donc, j'ai cherché 2-3 acteurs de plus. Et je me suis dit lequel est né, à quelle date. On va voir suivant les choix. Bien. Nous sommes donc à 5-4 pour Sean. 5. Bravo. Ouais, 5. 5. Ouais, mais Comme pas les moi. 5 doigts de la main que n'a Non. pas James Oh, mais quel Doohan. méchant. Non. 5 est la note que j'avais donnée à cet épisode il y a des années de ça. Donc du coup, j'étais dans la moyenne des forums D'accord. Star Trek. Oh là 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 là. Ok. Je lui donnerais Quelque chose peut-être 6 maintenant. Waouh, tu vieillis. Il s'adoucit. Ouais, c'est ça. Dans 40 ans, je lui donnerais Quelque... 10. Quelque chose de plus à dire avant de commencer le résumé? Ok, Non. bon, ben fermez vos gueules. Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur l'Enterprise semblant à l'arrêt dans l'Expanse. Beaucoup de nuages rouges tout autour. Puis quelques plans nous montrent le vaisseau entièrement vide et propre, sauf le chien, Athos, qui se balade tout frétillant. Soudainement, Phlox lui Est-ce court que c'est après. une blague ou est-ce que tu te trompes? Non, alors je me trompe. Alors là, c'est devenu une blague, mais sur le coup, j'ai vraiment marqué Athos et c'est immédiatement après, Phlox l'appelle et lui dit Porthos, viens ici. Et du coup, j'ai fait ah oui, non, il s'appelle Porthos. Et surtout que il se trouve que j'ai vu cet épisode juste après avoir vu le film Les Trois Mousquetaires partie 2, Milady. Donc j'étais complètement bref. Porthos arrive à une porte et réclame clairement à ce que Phlox l'ouvre. Phlox s'exécute et Porthos fonce sur... Oh mon Dieu! Le corps allongé de Archer avec un capteur sur le front. Générique. Je vais vous mettre les visuels, désolé. Hop. Voilà, donc Phlox qui court après je sais plus comment il s'appelle du coup, Porthos. Il s'appelle pas Aramis. Ça, Il s'appelle pas Aramis, ça c'est certain. Le chien qui l'échouille, son capitaine. Et Archer dans cette position un peu flippante. Belle accroche. Non? Pas plus que ça? Oh, oui. Accrochante. Ben, j'ai l'espoir à ce moment-là qu'on ne soit pas dans une histoire temporelle ou une histoire d'univers alternatif, etc., qui me casserait bien les pieds. Et je suis content de voir que ça va être Phlox en personnage principal. Parce que Floxy, cool. on le voit, mais on s'intéresse pas à lui, je trouve. C'est assez dommage. Bien. Scène C'est pas sa numéro... saison. Pas trop, ouais. Non, mais je veux dire, pour défendre la saison, c'est pas sa saison, c'est pas son combat. Oui, il est du côté des humains, mais là, c'est beaucoup, tu sais, les humains. It wasn't my war. Genre. Ouais. Scène numéro 2.
Dans sa cabine, Phlox papote avec Porthos, puis se lève. Je m'évanouis lorsque je vois ses orteils. T'as pris une capture d'écran des orteils? Oui. C'est dégueulasse. Donc là, quand il est en train de papoter avec Porthos, il parle tout seul. En réalité, il utilise Porthos comme canalisateur, je sais pas si ça se dit. Et alors oui, on reviendra sur l'Enterprise après. Les orteils... trigger warning. Orteils dégueulasses. Je pense que ça existe. Moi, j'ai trouvé ça cool. C'est pour ça que j'ai pris une capture d'écran. Du coup, ça fait voilà, pas humain, quoi. Oui, Par contre, ça doit vraiment pas être pratique pour porter des chaussures. C'est dégueulasse. il a des chaussures adaptées. Bah, c'est des griffes, quoi. Voilà. Oui, ok. Ouais. Écoute, je sais pas, moi oui, bah, ouais, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus là-dessus? Non, moi, honnêtement, on s'attarde là-dessus, monsieur. Non, je trouve ça sympathique quand les épisodes font l'effort de maquiller d'autres parties que le visage. Ouais. Alors des fois, je crois qu'on avait vu la colonne dorsale de Worf ou quelque chose comme ça une fois. Oui. Donc, Et dans l'épisode où il se la pète d'ailleurs. C'était l'occasion de la montrer. Oui, non, donc du coup, je trouve ça sympathique qu'il fasse un effort là-dessus. Ouais. Donc j'applaudis. Bravo. Voilà. Ouais. Fais gaffe avec tes griffes à pas te griffer. Mais parce que du coup, il a une manucure. C'est très étrange quand même. Qu'il ait pas les mêmes ongles en bas qu'en haut. Non? Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est bizarre. En même temps, Les oiseaux ont des griffes. Bizarre, Les oiseaux ont des griffes en bas puis des plumes en haut. Ok. Ça me suffit comme réponse. Bon, t'as pris cette capture du vaisseau de l'Enterprise pris dans un nuage rouge. À ce moment-là, moi, j'avais pas compris. Je croyais qu'il était vraiment à l'arrêt. Hein. J'ai pas la sensation de vitesse. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Ça m'a pas choqué. Il est pas en distorsion, il est en impulsion. Ouais. Voilà, oui. On voit que les nacelles sont éteintes. C'est peut-être ça qui perturbe aussi. C'est vrai. Mais faut avouer que même sans le nuage, je pense que de manière réaliste, si tu avances en impulsion, ça se verrait même pas. Ouais. Tu vas pas voir d'étoiles passer si tu avances. Ouais. Ok. Ça y est, j'ai perdu là où j'en étais. Donc, je m'évanouis lorsque je vois les orteils. Et donc, Phlox part se balader. Durant sa balade, Phlox écrit une lettre orale à un certain docteur Lucas, je ne sais pas, qui semble être un confrère humain. Thierry nous a quittés. Thierry est revenu. Ça va, Thierry? Non, il est plus là. Oh. Et donc, désolé pour ce petit problème technique, nous continuons. Donc, le docteur Phlox écrit une lettre orale à un certain docteur Lucas qui semble être un confrère humain travaillant sur Denobulia avant l'attaque Xindi et serait retourné sur Terre après, d'après les dires de Phlox. Ce faisant, Phlox se prépare un petit casse-croûte, mais on n'en saura pas plus sur le pourquoi du comment de la situation. Tout ce que l'on voit, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Le pot dont tu veux nous parler, Thierry, apparemment assez Alors, j'en ai parlé sur le Discord. Alors, avant ça, le docteur Lucas, il a déjà parlé avec lui. Il a déjà envoyé une lettre dans je sais plus quelle saison d'avant, mais dans les saisons précédentes, il communique avec lui. C'est le programme d'échange qui fait que Phlox travaille sur un vaisseau terrien. Donc en fait, c'est comme des correspondants quand tu es au collège. Il y en a un qui vient et l'autre qui va à l'autre côté. Donc le docteur Lucas était sur Denobulia et Phlox sur l'Enterprise. Voilà. Ouais. Et donc ils s'échangent après les courriers pour savoir comment ils vivent la différence culturelle. Donc c'est vraiment ancré dans ce qui se faisait avant. Ça sort pas de nulle part, quoi. C'est juste pour dire ça. Et oui, donc j'en ai parlé sur le Discord. Donc ça, c'est le pot à sangsues de Phlox. Et c'est écrit en anglais dessus. Et c'est manuscrit en plus. Dr. Phlox, do not eat. Donc Dr. Phlox, ne pas manger. Donc, est-ce qu'il ne faut pas manger le Dr. Phlox? C'est ça que ça veut dire. Le truc...
Tu Désolé. rajoutes une blague sur la blague. Enfin, je sais même pas si c'est. Enfin, bref. Soit le docteur Flox a appris à écrire en alphabet latin et connaît le langage anglais écrit, Ouais. ce qui aurait du sens pour quelqu'un qui bosse avec des terriens, pourquoi pas. Soit c'est un membre de l'équipage qui a mangé une sangsue par erreur et qui s'est dit on va éviter de faire subir ça à quelqu'un d'autre et on va prévenir. Voilà. Est-ce que tu penses qu'ils ont réfléchi à ce point quand ils ont fait ça? Ils se sont pas juste on va mettre la blague. Non, je pense qu'ils se sont pas posé la question. D'accord. Et toi, Sean, tu en penses quelque chose? J'en pense que c'est drôle, c'est une petite blague qui est drôle. Ok. Puis le docteur Jérémy Lucas, c'est Ouais. un docteur que l'on voit dans la saison 4. Oui, ils l'ont introduit dans l'épisode Dear Doctor dans la saison 1, mais dans la saison 4, on le voit. D'accord. Ok. Ah, c'était dans la saison 1, je t'ai plus. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Sean. Scène numéro 3. Un retour en arrière de 2 jours, avec Flox en voix off. Ce qui me dérange un petit peu moins que les 3 jours plus tôt qu'on avait eu la dernière fois. Dans la salle du fond de la passerelle, T'Pol, le capitaine, Tucker, Reed et Flox étudient un phénomène qui ressemble étrangement au champ de glaire rencontré lors de l'épisode précédent. Cette fois, si le vaisseau le contourne, le voyage prendra 2 semaines de plus. Mais T'Pol et Flox aimeraient trouver un moyen de traverser. Flox propose alors d'éteindre les néocortex de tous les humains à bord. Tucker annonce alors 4 jours pour traverser l'anomalie en impulsion. T'as voulu nous montrer Tucker pour une raison particulière, Thierry? Je sais plus, il avait l'air inquiet. C'est un air un peu. Ça le saoule de savoir qu'il va devoir éteindre son néocortex. Voilà, Sean, tu dirais quoi si je viens te voir et que je te dis on éteint ton néocortex? Bon, c'est correct, fais ce que tu veux, je te fais confiance. Merci, c'est gentil. C'est beau, mais là je suis content de voir, c'est bien d'avoir une capture d'écran de Tucker où il est pas en train de tripoter les pieds de T'Pol. C'est vrai, ça fait du bien. Ça change. Le pauvre. Le pauvre. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que on n'a pas le cheminement complet de la découverte de l'anomalie, Flox et T'Pol qui réfléchissent à comment la traverser, qui présentent leur plan. Voilà. On passe direct au, c'est bon, on a une anomalie, on va la traverser, on a un moyen. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, non, ok, et on avance en fait. Et d'ailleurs, là, je prends du temps. On est à presque 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Mais en réalité, dans l'épisode, il s'est passé même pas 5 minutes. Tout est allé très très vite là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs moyens d'introduire les enjeux de l'épisode. Dans ce 3 jours d'avant, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Ils ont quand même choisi celle où tous les personnages échangent entre eux sur leurs connaissances, ce qu'ils sont capables de faire, etc. Et c'est toujours ce que j'aime moi dans Star Trek, c'est ces moments où les personnages partagent leurs compétences en communiquant et se parlent vraiment sur ce qu'il y a à faire. Donc c'est cool qu'ils aient choisi ce truc-là précisément parce que c'est un truc que j'aime particulièrement. Ok. Scène numéro 4. Dans le présent, Flox explique alors qu'il a été briefé par Mayweather au pilotage au cas où et qu'il s'occupe de l'équipage dans le coma, soulignant au passage son respect pour Mayweather. Il devait se dire à l'époque, les gens l'aiment déjà pas. En fait, on va faire en sorte que les autres autour continuent de l'aimer. Je crois qu'il n'y a que toi qui l'aime pas en fait. C'est juste que Mayweather, on le voit, il est un peu effacé comme personnage. On le voit quasiment jamais. C'est un peu le reproche que j'ai d'ailleurs à la série. C'est dommage. Mais je suis d'accord avec Rémi dans le sens où je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et ils ont peut-être rajouté cette petite phrase pour lui donner un peu plus d'importance, malgré le fait qu'on ne le voit pas beaucoup. Mais j'aime, je trouve que oui, le pilote du vaisseau, Comme le disent nos cousins canadiens, c'est un personnage très beige. Et beige. Vous dites ça, Sean?
Non, je trouve que c'est un personnage noir, mais comme tu veux. Ok. Oui, ouais. Ok, oui. Ok. Non, j'ai jamais entendu l'expression personnage Je sais pas, beige. c'est une amie qui m'a dit. C'est peut-être juste moi. C'est une amie avec qui je faisais du JDR qui m'a dit c'est très beige. Et je lui ai dit, mais ça veut dire quoi beige? J'avais dit, bah, c'est beige, quoi. J'ai plus entendu des c'est Anglais fade. dire ça. Clarkson, Ah bon? dans Top Gear, il dit souvent ça. Et comment Peut-être ça qu'il se s'est- dit beige en anglais? Off-white? Beige. Beige. Ah oui, Oui. ok. Tous ces francisismes dans la langue anglaise. Hein. La langue anglaise est morte. Ouais, ils n'ont pas d'académie pour préserver la pureté de leur langue. Ah donc, là du là coup, là là là. bientôt ils parleront français. Hein. On a bien fait de leur casser la gueule il y a 1500 ans. Scène numéro 5. Dans le passé, je sens que ça va être chiant. Tucker indique quoi faire avec les machines à Phlox et lui demande de le réveiller si quoi que ce soit arrive. Phlox indique que c'est impossible car cela le tuerait. Mais Tucker lui répond « The needs of the many », je sais pas quoi, « The needs of the few ». Non, en gros, il lui dit ma vie importe moins que la vie de l'ensemble de l'équipage du vaisseau. C'est très noble à lui et c'est très vrai de toute façon parce que c'est quand même tout le monde à bord de ce vaisseau est expendable. On sait en plus pour lui particulièrement qu'il a le sens du sacrifice puisque une version de lui est morte pour le bien-être du vaisseau. Oui. Ouais. Mais il y a aussi l'ironie que, genre, du fait que c'est probablement lui le plus important du vaisseau. Parce que si l'ingénieur principal meurt, bah, t'es un peu dans la merde. Même si je suis sûr qu'ils sont capables de continuer, mais c'est quand même lui le plus important. Ouais. On avait parlé de ça dans un très vieil épisode de Star Trek pour les nuls qui n'est plus disponible d'ailleurs. Il faudra que je le réupload avec Matou que j'embrasse. On avait parlé de l'ordre d'importance de l'équipage. Et en effet, l'ingénieur-chef venait en troisième après le capitaine et le second du capitaine. C'est lui qui peut à tout moment décider on éjecte le corps, on arrête le vaisseau. Il peut prendre le pas sur le capitaine dans les ordres par moment. Alors à l'époque d'Enterprise, je sais pas, mais oui. J'ai c'est rien, c'est pas vraiment un reproche, c'est juste un petit commentaire. Il dit à Phlox que, tu sais, je pense qu'ils essayent de rendre ça très important, le travail qu'il a à faire, mais il lui dit qu'il y a une certaine tâche à faire toutes les 2 heures. Ouais. Et j'ai juste trouvé ça un petit peu exagéré. Parce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment que tu aies quelqu'un toutes les 2 heures. Quand tu as un équipage au complet, oui, il y a une rotation, etc. Il y a toujours quelqu'un là. Mais tu sais, voilà. Exactement. Et ce qui m'a amené à poser des questions un peu plus tard dans l'épisode. Mais bon, bref. Scène numéro 6, c'est le moment d'endormir Archer. Archer voudrait lui parler, mais Phlox le coupe sans cesse. Il en a marre que tout le monde l'empêche de faire son travail, se sente complètement indispensable. Mais que nenni! Archer voulait dire à Phlox que, en tant que capitaine, il est responsable de toutes les vies à bord du vaisseau et qu'il ne se voit laisser cette responsabilité qu'à très peu de personnes, et Phlox en fait partie. Et c'est une scène que j'ai trouvée tout émouvante, très belle, très... Il est cool cet Archer, quoi. Il voilà. Il lui dit je mets ma vie entre vos mains, quoi. C'est cool. Oui, et en plus, il tient à lui dire avant d'être endormi, parce que ça n'a pas le même impact si tu lui dis avant ou après. Eh ben, parce que si tu dis après, oui, j'avais toute confiance en vous, oui, je suis vivant. Maintenant, tu sais que. Voilà, c'est ça, exactement. Ça aurait pu être la dernière fois qu'il s'endormait aussi. Il n'aurait pu jamais se réveiller. Punaise. Et que se serait endormi en disant un truc gentil. Voilà. Ouais, c'est beau. Il aurait eu tort, mais... ils auraient pu faire une blague du genre, il est mal installé, il dit un juron, tu sais, ah, j'ai mal au cul, ou je sais pas quoi, et il s'endort. Genre, il meurt, et c'est dernière phrase de Archer. C'est quoi la dernière phrase de Dax? Je me rappelle plus. Ça s'est engueulé avec Worf, non? Je sais plus. Non, elle dit un truc juste avant de. Elle dit un truc, c'est à Ducat avant de se faire tuer. Bon, je sais plus. Bon, bref.
Non, mais tu sais, t'imagines, il pourrait mettre un Son of a truc bitch, complètement idiot. Comme Ouais, Tucker, tu sais. très probablement. Non, mais bon, bref, voilà. Scène numéro 7. Dans le présent, Phlox annonce que cela fait 2 jours qu'il traverse l'anomalie et tout va bien. Lorsque... Bang. Non, ça fait du bruit ou pas? Ouais. Oui. Un bruit résonne. Phlox est inquiet, mais il passe à autre chose. Scène numéro 8. Enchaînement de quelques scènes du quotidien de Phlox. Il fait du sport. Il est tout nu, hein, pour nourrir ses animaux, J'ai pris la capture d'écran. etc., Je etc. l'envoie. Ils nous font Il un est comique tranquille, de... il se met à l'aise. Allez, hop. Ouais, ouais. Avec la petite pancarte pour cacher sa pudeur. Voilà, on nous fait le coup de... Il passe devant un stéthoscope, ça lui cache la caquette, devant une feuille, machin, truc. Après, quand il est de dos, il y a un autre truc qui se met devant, comme Par contre, j'aime bien dans- le fait dans qu'on plein de voit qu'il dessins a animés, d'habitude. il a des espèces de taches sur le torse. Hmm. Je sais pas, voilà. Ça fait, il a En encore une continu, particularité physique qui est pas humaine, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai. Mais voilà, ça, c'est une petite scène rigolote pour occuper le spectateur, la spectatrice. C'est visuel, c'est marrant. Mais un bruit résonne de nouveau. Phlox part à sa recherche dans un hangar à navettes. Il finit par découvrir une chaîne et un gaz qui fait pshhh. Il y avait des... Ah oui, on voit la colonne vertébrale de Phlox, pardon. oui, en plus, Ouais. j'avais un truc à dire là-dessus. D'ailleurs, très cool. Il y a un arrosoir pour ça cacher m'a- son pénis. Hein, un arrosoir. Son Désolé, pénis dorsal. Ça m'a mis le doute. Pénis dorsal. Je sais Peut-être. pas si il est de dos. là. Sean parlait de la colonne vertébrale des Klingons tout à l'heure. Ça m'a mis le doute sur... parce que du coup, je me suis dit, tiens, ça fait penser à la colonne vertébrale des Klingons. Est-ce que c'est le même? En fait, pas du tout. Je suis allé rechercher Non, il y a des pics, non, dans l'épisode Ethics. Je ne me rappelle plus le numéro de la saison, mais c'est Ethics dans TNG. On voit la colonne vertébrale de Worf, et c'est pas la même. Ouais. C'est un D'accord. style complètement différent. Bon, elle Mais, est apparente, mais j'aime quoi bien. qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Ouais, dans les deux cas, elle est apparente, mais elle n'a pas la même forme. Ah oui, Je Phlox pense- regarde des films. Pardon, Sean, vas-y. Oh Excuse-moi. non, je vais juste dire, je pense que cette scène, oui, c'est pour l'humour, puis c'est juste amuser le spectateur. Mais je pense aussi que c'est pour, comment dire, c'est pour... Il y a des caméras de sécurité quand même. Hein. Comment ça? Moi, je me serais pas foutu à poil, hein, même pour 3 jours. Ah, mais lui, il s'en Il y- fout, là, tu sais, il y a c'est une peut-être planète quelqu'un. tu sais, il s'en fout. Non, je pense que c'est pour aussi nous montrer quel genre de personnalité il a, ou quel genre de caractère il a. C'est pas Mhm. quelqu'un qui est facilement mal à l'aise ou qui est peureux. Tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même, tu sais, il est à ses aises, il est tranquille, tu sais, tout est beau. Du coup, ça contraste avec avec le reste de l'épisode. Ah, Son ok. stress. C'est vrai. Alors oui, il regarde des films, et donc j'ai noté quel film c'est qu'il regarde. C'est The Court Jester. C'est un film qui est sorti en 1955. Ça a l'air d'être un film comique. Bah oui, ça a l'air, ouais. Avec beaucoup de virelangues et jeux de mots. Et mots de jeu. Sûrement En un mangeant film du Paramount. popcorn. Voilà, alors je l'ai gardé parce Oui, qu'il y a de quoi probablement. faire un mème avec ça. Hein. Flox qui mange du popcorn. Ah oui, d'accord. Ok, je croyais avec la capture d'écran. Oui, I'm just here to see the comments. Voilà, c'est ça. Et voilà, la fameuse chaîne qui est cassée et qui fait pchit. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Alien, cette chaîne qui pendouille. Peut-être une référence au début de la première attaque de Alien. Quand soudainement, eh bien oui, c'est la reprise, contre toute attente, T'Pol surgit. Eh ben ouais, c'est pas une humaine, elle non plus. Ça, j'y avais pensé quand ils ont dit que... Je l'ai pas noté d'ailleurs. Mais c'est bien dit, Phlox n'est pas un humain, donc lui, il n'est pas altéré de la même manière. Et Par contre, moi, ça je veut m'étais dire dit, que tiens, T'Pol T'Pol... aurait pu tomber sur Flox à poil en allant à l'infirmerie. Oh, c'est étrange. Voyons voir. Elle prétexte faire un diagnostic dans le coin. Elle note que Phlox est plutôt agité. Il dit avoir un petit peu mal à la tête depuis l'entrée dans l'anomalie, mais que en gros, ça va.
Et là, ok, c'est bon, on a notre plot, il va devenir fou. Phlox dit alors qu'elle et lui ne se voient jamais. Ce serait bien de passer la soirée ensemble, non? Mais elle refuse. Il insiste un tout petit peu, au moins pour un repas. Et elle accepte. Ça vous a surpris de la voir arriver? Bon, maintenant que vous connaissez le plot, le disons twist que à la fin. moi je me suis dit c'est rigolo parce que tu sais t'as ce cliché dans les films d'horreur où il y a des bruits inquiétants et tout, puis en fait c'était un chat. Ouais. Bah là c'est T'Pol. T'Pol est-elle un chat? Et les oreilles pointues. Je trouve que ça a beaucoup de sens que tu sais, les bruits inquiétants qui sont pas très forts, c'est juste des petits bruits. Ça a beaucoup de sens que ce soit un Vulcain parce qu'ils sont quand même très discrets et en plus ils ont pas envie de te voir. Donc ils vont constamment se cacher. Donc même si toi t'es inquiet et puis tu les cherches, ils vont quand même aller se cacher. Donc, C'est je des trouve ça chats, bien. c'est des chats, c'est vraiment des chats. Donc il y a beaucoup d'étudiants à Starship humains qui doivent être sûrement terrifiés dans les couloirs juste parce que t'as des Vulcains qui courent d'un côté de l'autre. Voilà. J'ai failli cracher mon Blue Wine. Faut pas faire ça quand je bois. C'est vrai. Scène numéro 9. Ce qui semble être le lendemain ou cette nuit-là, Phlox travaille en salle des machines et entend de nouveau du bruit. On a un très chouette mouvement de caméra autour de Phlox pour souligner à la fois son inquiétude et le début de sa raison qui faillit. Bravo Roxane. J'emmerde celui qui a fait son commentaire il y a 20 ans. Il voit une ombre s'enfuir, appelle T'Pol pour la gronder et lui dire de ne pas faire ça, mais elle lui dit qu'elle est sur la passerelle. C'est clair, il y a quelque chose qui cloche. Scène numéro 10. Dans la cuisine, Phlox prépare un repas pour T'Pol. Il lui demande si elle est certaine de ne pas s'être rendue en salle des machines. Elle confirme. Et retourne la question. Que faisait Phlox là-bas? En effet, c'est à elle que revient la responsabilité des machines. Il prétexte qu'il voulait l'aider, mais pour moi, c'est un nouvel indice sur Phlox. C'est un nouvel indice sur Phlox sur sa raison qui défaille. C'est vrai, il avait, voilà, si elle nous dit qu'il n'avait rien à faire là, pourquoi y était-il? Et c'est un indice aussi sur le fait que Tucker lui a montré cette fameuse manip à faire. On suppose que c'était ça qu'il était en train de faire. Si T'Pol était éveillé, pourquoi y aller? Et pourquoi l'avoir à montrer à Phlox si T'Pol pouvait le faire, devait le faire? Bon, peut-être qu'elle va peut-être pas se réveiller toutes les 2 heures si en nuit, je sais pas. Bon, Techniquement, s'ils sont deux, ils peuvent se relayer. Tu sais. Mais techniquement, aussi, c'est super pénible. Pour le coup, ils se verraient vraiment jamais. Il y en a un qui dort genre, quand un se lève pour le petit-déj, l'autre c'est son dîner, il va au lit. Tu vois, ils peuvent. Après, ça fait je des crois shifts que super longs. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que les Vulcains n'ont pas besoin d'autant de sommeil que les humains. D'accord. Et les Dénobuliens non plus, il l'a dit. Mais bon. Bref, voilà, il y a un petit truc qui cloche quand même. Et je pense que c'est volontaire. Phlox explique ensuite que les Dénobuliens sont extrêmement sociaux. Et que pour lui, c'est l'horreur de vivre cette expérience. Et c'est marrant, souligne T'Pol, parce que les Vulcains cherchent au contraire la solitude à tout prix, comme l'a dit Sean. C'est même compliqué pour elle de vivre avec des humains, avec 80 humains, 24 heures sur 24. Et ça, moi, j'ai trouvé super cool comme échange. Oui, il est vachement bien dit. Ouais. Scène numéro 11. Dans l'infirmerie, toujours dans sa lettre au docteur Lucas, Phlox continue de se plaindre de sa solitude. C'est un long plan séquence qui le mène dans la cabine du capitaine. Bravo Roxane. Mais à nouveau, quelque chose cloche. Alors qu'il s'approche d'une fenêtre pour regarder, une ombre surgit. Scène numéro 12. Vous avez vu cette ombre? C'était très étrange. L'ombre est projetée sur lui. Et après, il dira... Ouais, on voit pas ce qu'il voit, mais après, il dira qu'il a vu quelque chose ramper sur la coque. Si ça... Ah, ou alors c'est passé sur la fenêtre. Oui, c'est ça. Bah, c'est à ce moment-là qu'il y a la référence à Twilight Zone. Ok. Parce que c'est dans l'épisode avec William Shatner
Oui, dans l'avion. Et où par le hublot, il voit une créature sur l'aile. Ok, Je n'ai pas vu ça. ok, j'étais passé à côté. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas vu l'épisode de Twilight Zone, mais j'ai vu les extraits Il est où on nul. voit Il, cette scène. enfin, il est pas nul, mais pas ouf. il vaut parce qu'il y a Shatner, quoi, qui fait. Voilà. Donc, double ref à Shatner et à Twilight Zone. D'accord. Scène numéro 11. Dans l'infirmerie, toujours dans sa lettre au docteur Lucas. Non, je l'ai déjà dit ça. La scène numéro 12. Dans le fond de la passerelle, T'Pol explique ne rien trouver, que ce soit dans le vaisseau ou autour du vaisseau. Elle explique également que Phlox est fatigué, stressé, qu'il devrait se reposer, mais il lui dit devoir finir sa tournée avant, quelque peu agacé. Scène numéro 13. On voit bien que Phlox est bouleversé et sous pression. Il est agité, excité dans les couloirs. Alors qu'il entre dans une cabine et on découvre un Xindi insectoïde à côté de Hoshi. Oh mon Dieu! On dirait les... Je n'avais pas fait gaffe du tout. On dirait les méchants dans le jeu Half-Life. Le méchant de base. Ceux qui font ça et qui te tirent dessus. Non? Ah, bah, c'est possible, j'ai te pas joué souviens à pas. Half-Life depuis les années 90, donc Ah. j'en ai des souvenirs. Tu sais très, qu'à très une vagues. époque, je me faisais tous les ans une intégrale Half-Life. Je faisais Half-Life, Blue Shift, Opposing Force et Half-Life 2. Est-ce que tu connais le nom de cette créature? C'est le méchant de base, je sais pas. Ok. Il fait... Il charge de l'électricité comme ça et puis il te tire dessus. Il faut courir. Mais c'est sur la capture, hein, parce que hors capture, on voit bien que c'est un... Sur la Xindi. capture, il paraît particulièrement mal intégré dans la scène. Mm. Mais c'est Il était quelque pas très chose- beau. Hein. Non, il était pas très beau, mais c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Les Xindi me choquent beaucoup moins que l'espèce Ah ouais, ça c'est F72 dans chaud, ouais, par Voyager. contre. Ouais. Et pourtant, enfin c'est dommage dans Voyager de les avoir ratés comme ça. Ouais, Phlox en tout cas, sur s'en le coup, fout. ça m'a Pardon. pas choqué. Juste pour préciser quand même que dans l'épisode là, à aucun moment on se dit il y a vraiment des Xindi dans le vaisseau. On comprend tout de suite que c'est Phlox. Enfin, on a déjà compris Oui. que depuis un Oui. moment, et l'épisode cherche pas à faire de twist là-dessus, genre c'est des Ouais. alus. Non, on le sait que c'est des alus. Voilà. Ça c'est très cool. On nous prend pas pour des couillons Mm. et des couillonnes. C'est très agréable. Phlox s'enfuit et se réfugie dans un genre de sas. Une fois qu'il n'y a plus de traces des Xindi, il contacte de nouveau T'Pol. Donc on a une capture de l'ombre projetée du Xindi sur les parois dans une petite scène d'horreur. Pas piqué des hannetons. Bravo Roxane, excuse-moi, vas-y Thierry. Oui, non, bah, je vais abonder dans ton sens. Hein. La scène est très cool, bien Ouais. réalisée, ça marche très bien. On est dans les codes du film d'horreur, ça colle, ça Ouais. marche bien. En effet. Scène numéro 14. En salle d'armement, Phlox et T'Pol s'engueulent. Elle reste ferme sur ses positions. C'est impossible que les Xindi, ou quiconque d'autre, ait pu entrer dans le vaisseau. Mais Phlox également campe ses positions. Il s'arme. Pourquoi est-ce que T'Pol ne lui fait pas une prise vulcaine? On le saura à la fin. Et pourquoi donc? Scène numéro Je me suis 15. pas posé la question à ce moment-là. Jamais. C'est vrai? Ouais, je me suis jamais À moi, posé cette de question-là. suite, là, je me suis dit, il est déjà, en fait, il a déjà cross the line, il est déjà hors de contrôle. Bah, je sais pas, tu peux dire qu'elle pense qu'elle peut encore le raisonner, je sais pas, ça m'a... non. Puis Ok. non, T'Pol, elle fait pas des crises vulcaines à tout va comme ça. Non, oui. Ouais, Il y a un Spock l'aurait film- fait, pardon. Oui, ouais, peut-être, c'est possible. Il y a un film dont je sais pas si je vais dire le nom, peut-être parce que ça pourrait spoiler ce film potentiellement, mais il y a un film que j'ai vu un jour qui maintenant me fait remettre en question littéralement tous les personnages que je vois à l'écran. Il faut toujours que tous les personnages communiquent entre eux, parce que s'il y a deux personnages qui se parlent pas, ou s'il y a un personnage qui parle avec uniquement un autre, j'assume que ce personnage n'existe pas dans la réalité.
Sixième sens. Ouais, c'est pas le sixième sens. Event Horizon. Non. Ah non, il lui parle pas. Non, pardon. Non, bah, Vous C'est le qui dire, C'est- vous- bah oui, dis-le. Spoiler alert, A attention. Beautiful Mind. Ah, pas vu. Je connais pas. Boum. T'as le Mais, titre français Je sais Pas pas. grave. Ça me traumatisera pas. Bon, bref. Mais Je ouais, sais non, c'est comme si les personnages n'interagissent pas. Donc du coup, effectivement, bah là, oui, elle lui fait pas une prise Vulcaine directe, là, mais c'est vrai elle l'empêche pas, quoi. Ok. Ouais, non, mais voilà, moi c'était la question. Il lui tend un phaser, non, d'ailleurs, même. Je sais Oui, elle ne le prend pas. Scène numéro 15. Dans un trip à la Alien, Phlox explore un hangar. Il tombe sur T'Pol qui semble passablement agacé. Elle reste très raisonnée et essaie de calmer Phlox en lui prouvant qu'il a tort. Mais il capte un signe de vie sur son scanner et fonce. 20 balles qu'il s'agit de Porthos. Scène numéro 16. Putain, c'était Porthos et Phlox a failli le buter. C'en est trop pour T'Pol, elle finit par le confronter, mais toujours pas lui faire de prise Vulcaine. Phlox est surstressé et doit se reposer, mais non! Phlox dit qu'il va prouver qu'il a raison. Mais, pétard de bois, pourquoi T'Pol ne l'assomme pas? Il devient clairement dangereux. Il aurait pu assommer le chien, non? Ouais, je me suis Pas posé régler la ça sur, question vaporiser. parce que Phlox, il a vraiment l'air de dire qu'il aurait pu vraiment tuer. Vu comme Mais- il est bouleversé, Je pense pas que le phaser soit réglé sur tuer, par contre. Enfin, le pistolet phasique, pardon, c'est pas pareil. le télétransporteur, Non, mais oui, c'est phase pistols en anglais. Parce qu'en fait, sinon, ça marche plus parce que dans la série originale, ils parlent de cette époque-là, je sais plus quand, et ils disent que les phasers n'existaient pas, donc ça peut pas être des phasers. C'est pour ça qu'ils ont trouvé ce truc de pistolet phasique, Face Pistols, pour dire voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même technologie. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est pas la même. les Sex l'enfer. Pistols. Bref, je pense pas qu'il soit réglé sur tuer, C'est un autre épisode. mais ça. vu que Porthos, il a quand même une masse bien moindre par rapport à Ouais. un humanoïde, enfin en tout cas les humanoïdes qui croisent habituellement, peut-être que un Face Pistols qui est réglé sur paralysie, sur un être plus petit peut tuer. Je me dis que c'est peut-être ça. C'est vrai que j'y ai jamais pensé parce qu'on pense pas forcément à ça en partant, mais un enfant ou un bébé qui se fait tirer dessus par ça, mais en mode paralysie, peut-être que ça lui ferait plus de dégâts qu'un adulte. Ça ne m'étonnerait pas. Remarque, je sais pas. Ouais. Parce que c'est un réglage de puissance au final, il n'y a pas grand chose d'autre que la puissance et comment on dit. Ouais, ça peut la pas fréquence. s'adapter. Tu sais, le géant lui-même peut pas s'adapter à la personne ou à la physiologie une fois qu'il touche. Ça me paraît. Il faut que ça soit pré-réglé dans le fond. Ouais. D'où le fait que parfois, même lorsqu'ils sont réglés pour tuer, ça ne blesse même pas l'adversaire. Ouais. Bref. Scène numéro 17. Phlox, toujours énervé, marche dans les couloirs. Il entend à l'interphone Oshi qui l'appelle. J'apprends alors que Oshi s'écrit en réalité Oshi. Parce que moi, j'écrivais O-S-H-I, et en fait, ça s'écrit H-O-S-H-I. Oshi. Il répond, mais elle n'est plus là. Il court alors dans sa cabine et « Oh mon Dieu !» Elle a disparu. Phlox entend la douche couler et va dans la salle de bain. Il semblerait que Oshi soit là, en train de se doucher. Mais « Oh mon Dieu ! Oshi est devenu un zombie de l'espace !» Elle lui hurle dessus. « C'est vous qui avez fait ça !» Phlox s'enfuit et tombe et « Oh mon Dieu !» Oshi est de retour dans son lit toute proprette. Phlox réalise alors qu'il a eu une hallucination. Phlox, bouleversé, appelle alors T'Pol et lui demande de le rejoindre à l'infirmerie. Chouette scène d'horreur. J'ai la capture, je crois, de Oshi dans son... Le maquillage est absolument
Impeccable, il est fantastique. Oui, impeccablement dégueulasse. Moi, J'aurais peut-être dû faire un trigger warning, désolé si vous êtes. J'ai vraiment apprécié parce que sur le coup, et vu le passif d'Enterprise, j'étais là, attends, j'espère qu'on va pas la voir à moitié à poil dans la douche. Une scène de nudité. Ça m'aurait un peu gonflé, puis en plus sur les erreurs de propos. Mais et du coup, quand on la voit sortir avec sa tête de zombie, j'étais là, oui, voilà, parfait, c'est ce que je C'est veux. parfait. C'est une. Alors, je sais pas si c'est une référence, mais moi, ça m'a fait penser, bien sûr, à Shining avec la vieille qui sort de la douche, du bain. Je sais pas si c'est en lien. Mais le maquillage de Hoshi là-dessus me fait plus penser à du. Désolé, je vais encore le citer, mais plutôt du John Carpenter dans ses films d'horreur. Ils ont plus ce style de maquillage dans les films de John Carpenter. Donc je sais pas. Bon, c'est à ça que j'ai pensé moi. Du coup, c'est cool parce que ça veut dire que Phlox, à ce moment-là, il se rend bien compte que c'est lui qui déraille totalement, il l'assume. C'est très rapide. Scène numéro 18. Alors qu'il se rend au rendez-vous, Phlox tombe sur Archer. Mais il va mourir! Archer lui dit que T'Pol l'a réveillé car elle est inquiète pour Phlox. Phlox hurle que Archer n'est pas réel lorsqu'entre en jeu T'Pol. Et que Archer disparaît. Non, il n'y a pas eu de capture, pardon. C'était chouette. Bon, ça ne servait pas à grand-chose. Ça servait à remettre un coup de pression de plus. Pour peut-être montrer à quel point les hallucinations de Phlox sont tellement concrètes que même lorsqu'il sait qu'il hallucine, il hésite peut-être. Voilà. Oui. Bon, c'était pas malvenu. Scène numéro 19. Dans l'infirmerie, après avoir fait des examens, Phlox confirme. Son néocortex est touché. Mais du coup, est-il en danger? T'Pol pose la même question que moi. Mais apparemment, non. Phlox dit alors qu'il va devoir se faire comater. T'Pol est angoissé. Comment va-t-elle veiller sur l'équipage? T'Pol est très angoissé. Merde! T'Pol est angoissé! Ça veut dire qu'elle aussi, elle est touchée. Il y a un truc qui cloche. Réponse dans une demi-seconde. Ouais. Phlox lui dit « Hé, mais ça va le faire, il y en a plus que pour 6 heures. » Mais elle insiste. Lors de la fouille du vaisseau, elle s'est énervée contre lui. L'anomalie lui fait perdre le contrôle de ses émotions. Mais si ni T'Pol ni Phlox ne peuvent veiller sur l'équipage, qui le fera? T'Pol finit par convaincre Phlox. Il est profondément bon. Il ne fera aucun mal à l'équipage. Alors lui, il parle de faire des accidents potentiellement, d'ouvrir un sas là où il ne faut pas, ce genre de trucs. Ça me plaît. Mais c'est vrai que cette notion de Phlox est profondément bon. Enfin, c'est en gros, on s'appuie sur le fait que c'est un médecin et que depuis le début, il n'a eu que des actions positives. Mais c'est quand même étrange. Il a quand même failli buter Porthos. Ouais. Qu'est-ce que la vie d'un chien comparé à la Terre entière? Ouais. Bref. Et il a commis... c'était dans la saison 2, lorsqu'il prend la décision de ne pas soigner l'espèce et qu'il commet un génocide. Je sais plus si c'est dans la saison 2 ou dans la saison 1. Commet un génocide. Okay. Du coup, non. Je suis pas d'accord. Moi, Tuvix, je le bute. On en avait parlé de ça dans une émission en plus. Oui, Tuvix n'existe pas. C'est pas quelqu'un qui existe. Star Trek pour les nuls. Tout démarrage, on avait regardé quelques épisodes d'Enterprise avec Charles. Et on avait vu... Ça doit être dans la saison 1 alors, parce que je pense qu'on avait sélectionné les épisodes. On avait fait 2 fois 4 épisodes, c'est tout ce dont je me souviens. Mais t'avais lancé un pari, est-ce qu'on peut découvrir Star Trek avec 8 épisodes de Star Trek Enterprise. Bref, scène numéro 20. Tout va bien, ils ont fini leur mission. Phlox est tout heureux et sur la passerelle... Phlox est tout heureux sur la passerelle d'annoncer à T'Pol qu'il réveillera en premier lorsque... le vaisseau est toujours dans l'anomalie. Après un rapide contrôle de la navigation,
les deux apprennent que le vaisseau ne sortira que dans 10 semaines. Tan, tan, tan. Coupure pub. Toujours sur la passerelle, T'Pol, perdant un peu son calme, convainc Phlox, complètement paniqué, d'accélérer le vaisseau, malgré les directives de Tucker. En gros, ils étaient en impulsion, Oui. et ils vont passer en distorsion. Mais c'est dangereux parce qu'on est quand même dans une anomalie plus, quoi. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. D'ailleurs, qu'est-ce qui les faisait penser que l'impulsion était pas aussi dangereuse que la distorsion? Ah mais non, parce que la distorsion a un effet... Oui, pardon. C'est moi. Alors, pour les personnes qui ne le savent pas, quand même, au cas où, parce que voilà, l'impulsion, c'est simplement le vaisseau qui avance avec des moteurs qui le propulsent. Et la distorsion tord l'espace-temps autour du vaisseau, crée une bulle et fait avancer, projeter le vaisseau plus rapidement. C'est ça? Oui. Tout à fait. Et Voilà. comme l'anomalie en question dans laquelle ils sont est en train de littéralement remodeler L'espace-temps. l'espace et l'univers, ils savent pas. On Techniquement, ne il sait n'y a, pas ce qui peut se passer. y a pas de preuve que c'est dangereux, c'est juste ils savent pas. Il faudrait qu'on invite Nicolas Martin pour nous expliquer comment ça marche, la distorsion. Il a déjà voyagé en distorsion. Je sais pas, mais il a une très belle moustache. Ah. Du plus bon goût. Salle numéro 21. Dans la salle des machines, ça chouine grave. T'Pol refuse de faire son boulot C'est parce même qu'elle une n'arrive salle pas à des se machouines. concentrer. Pardon. La salle des machines. Ouais. Tiens, paf. Je peux pas la réactiver. Phlox argue. Non, T'Pol refuse de faire le boulot. Pardon, j'ai sauté une ligne. T'Pol refuse de faire le boulot parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Mais Phlox argue. I'm a physician, not a doctor. Non, I'm a physician, not an engineer. Je suis un physicien, pas un ingénieur. C'est Non. marrant, il dit pas un docteur. Non, c'est physician, c'est médecin. Ah, C'est un marrant. faux ami. C'est rigolo. Clairement une référence à Star Trek Voyager. Et Deep Space Nine et Qui TNG. est la série qui utilise cette expression le plus. de Qui toutes les se séries moque Star le plus. Trek. Ouais. Ah, tu penses que c'est pas simplement une référence à TOS, c'est carrément une référence à... non. La référence à TOS, c'est juste que c'est Voyager qui le dit le plus. Je trouve juste cool qu'ils aient pas. Et encore une fois, il me semble que j'avais déjà dit ça pour une autre réplique. C'est pas justement I'm a doctor, not comme dit. Bone. Je vais y arriver. De Forest. Voilà. Bones. Ils ont choisi un autre mot, un synonyme, mais ils ont choisi un autre mot pour pas que la référence soit trop évidente et trop dans ta face. Et c'est une subtilité que j'apprécie. Ça argue à tout va, et T'Pol finit par lâcher un truc du genre « Bah, regardez dans le manuel. » C'est vrai. RTFM. Quoi ? Pardon. C'est pour les gens qui ont connu les forums des années 2000. Quand les gens posaient une question dont la réponse était dans le manuel, on lui répondait RTFM. Read the fucking manual. Punaise. Je supporte pas ça. T'as qu'à googler. Mais la plupart des gens ont jeté le manuel avec la boîte dans laquelle est venue la chose. Donc le manuel de l'entreprise avait clairement été jeté. Ils l'ont plus. J'imagine les mecs sur le dock. Ah putain, ils ont laissé le manuel. Revenez. Oh là là. Scène numéro 22. Dans le manuel, sa techno-blablate, c'est ennuyeux, mais Phlox finit par demander à T'Pol d'aller fermer les relais je sais pas quoi quand soudain Tucker débarque en hallucination. Il met la pression à Phlox sur le fait qu'il touche à ses engins. Pour finir, T'Pol revient. Non, il n'y avait pas de blague, vous êtes des dégueulasses. Je n'ai aucun sous-entendu dans ce que j'ai dit. Pour finir, T'Pol revient et dit qu'elle ne sait pas où se trouvent les relais. Cool l'ambiance. Scène numéro 23. Ça démarre enfin. Ah non, ça va péter. T'Pol dit qu'il faut réveiller Tucker. Phlox refuse parce que il va mourir. Elle dit que s'il ne meurt pas, ce sont des millions qui mourront. Il répond « The needs of the few ».
avant de trouver la solution et de sauver le vaisseau. Et ouais, dans cet épisode, on a le répondant non, il est pas prêt à faire ce sacrifice. C'est exactement ça qu'il dit pour le paraphraser. Phlox enclenche la distorsion. Ça marche! Ah non, ça galère. Ok, Phlox sait comment relancer. Ça marche! Waouh! C'était un peu stressant, assez cool et bienvenue. Scène numéro 24. Le vaisseau est hors de danger. Phlox réveille Archer. Archer demande s'il y a eu des problèmes. Phlox dit que tout est consigné dans son journal, mais rien de grave. Alors on a un visuel. Hop. Puis Phlox et T'Pol raccompagnent Tucker au réfectoire. Phlox est particulièrement de bonne humeur. Après quoi, T'Pol souligne que Phlox cache bien son jeu. Il la raccompagne dans sa cabine et réalise qu'elle est également dans le coma. Ah mince, j'ai raté Alors attendez, pardon. J'ai raté un visuel. Tu voulais nous parler de Porthos et de Archer ? Pas spécialement, mais voilà, c'était mignon. Porthos est tout content que son maître soit réveillé. Il lui lèche la tronche. C'est mignon. Le chien joue bien. Mais est-ce que... Oui, c'est vrai, le chien joue bien. Est-ce qu'ils n'ont pas Il est bien dressé. Un vrai relationnel, parce que quand même, il semble apprécier Archer. Je sais pas. Qui n'apprécie pas Archer? Oui, voilà, moi si je les gens qui n'ont pas regardé Code Quantum. Je sais pas. Je le trouve plus appréciable dans Code Quantum quand même. Bref. Et T'Pol, endormi. Où en étais-je? T'Pol était donc une hallucination depuis le début. Ce qui explique qu'elle n'a rien foutu de tout l'épisode. Et ouais. Oui. Et moi, je trouve que c'est assez bien fait. Alors, c'est un truc que j'ai souvent reproché à pas mal de trucs. C'est que les twists, souvent, ça me gonfle parce que quand tu regardes, ça sort de nulle part. Il y a 0 indice. Du coup, c'est très bien, tu m'as surpris, mais en même temps, c'est facile de sortir un truc de nulle part. Contrairement à d'autres gens qui reprochent aux twists quand ils sont prévisibles. Pour moi, s'il n'est pas prévisible, c'est qu'il est mal écrit. Et ce qui est fabuleux dans cet épisode, c'est qu'en fait, à aucun moment, T'Pol n'interagit avec son environnement. Quand ils sont à table, elle ne mange pas, elle ne touche pas à son assiette. Toutes les fois où même Phlox la pousse à interagir avec son environnement, elle refuse, elle trouve toujours des excuses, etc. pour ne pas le faire. Et donc, quand on revoit l'épisode, parce que du coup, moi, quand j'ai vu l'épisode là, moi, ça faisait moins de 2 ou 3 fois que je le voyais, je me souvenais que T'Pol n'était pas vraiment là. Donc j'ai fait attention à tous ces détails-là, parce qu'en plus, on est un peu dans l'analyse, vu qu'on sait qu'on va en parler. Et c'est extrêmement bien fait. Il n'y a aucun moment où, en revoyant le truc, tu peux te dire, là, c'est pas logique, elle aurait... Tu vois, non. Ils ont vraiment... Ça a été vraiment respecté à fond, le fait que c'est juste une émanation de son esprit. Oui, pour on va dire surenchérir sur ce que tu dis là, pour suivre ce que tu dis, effectivement, quand c'est bien fait, ce genre d'intrigue puis ce genre de révélation là, normalement, t'es pas supposé le voir au premier visionnage, mais quand tu regardes l'épisode une deuxième fois et que tu le sais, tout est supposé être complètement évident si c'est bien fait. Ouais. C'est un équilibre à trouver qui est très difficile. Il y a des séries qui réussissent, il y a des films qui réussissent, et il y a des films qui ne réussissent pas. Et voilà. Et je trouve que c'est la même chose, je trouve que c'est similaire quand il y a des enquêtes aussi. Tu sais, un truc à la Sherlock Holmes, etc., quand tu as des enquêtes, quand les indices sont là, mais que toi, tu les remarques pas forcément, ou tu prêtes pas forcément attention, puis du coup, c'est dans la révélation, ça marche. Des fois, quand ils te chient la réponse, puis qu'au final, il n'y avait aucun moyen que toi, en tant que spectateur, tu puisses deviner ça, je trouve que c'est un peu plus cheap. Oui. Sauf quand c'est fait exprès. Quand, par exemple, dans À couteau tiré, c'est fait exprès que tu ne puisses pas faire le puzzle. Et du coup, les choses ne sont pas présentées vraiment comme des révélations pour le spectateur, mais comme des révélations pour les personnages. Du coup, c'est rigolo.
Bon, bref. Non, D'accord. c'est juste que parce que ça m'avait surpris parce que je m'attendais pas à apprécier ce style-là et en fait Tout si. tiré, c'est quoi, Knives Out, ça? Knives Out C'est avec dégueulasse. le blanc. Comment ça, il est dégueulasse? Attends, À part je vais Chris te choper, Evans, toi. il n'y a pas de... tu sais, moi, j'aime regarder Chris Evans, mais sinon, il n'y a pas Tiens, de... voilà. Ça sert à rien de le regarder. Attends, je te coupe le micro aussi. Et donc, attends, Du coup, j'ai une question quand même. Est-ce que la première fois que vous avez vu l'épisode, vous avez été surpris? Je n'ai pas moi de je me souvenir souviens de ça. pas. Non, c'était il y a Je trop me longtemps. souviens pas, mais là, clairement, moi, je doutais très sérieusement dès sa première apparition. La première en fait, à la première apparition où elle est, les deux me semblaient possibles. Mais immédiatement, je me suis dit, c'est possible qu'elle soit vraie, c'est possible qu'elle ne soit pas vraie. Et après, plus ça allait, plus je la voyais paniquer, machin, je me suis dit... Enfin non, c'était pas... Si elle avait vraiment été là, à chaque fois que T'Pol doit péter un plomb... Enfin, T'Pol est tellement central. Si elle avait été là, je pense que son pétage de plomb aurait été plus fort. Machin. Enfin, tu vois, c'était... je sais pas, c'était un peu trop ambigu pour moi. Et toi, Sean, pardon, t'as répondu, mais j'ai pas entendu. Ouais, parce que je parle trop. Non, moi, je me rappelle pas de la première fois que j'ai vu cet épisode, si je m'en suis rendu compte ou pas. Là, je sais très bien, quand je relance cet épisode, je sais qu'il est tout seul. C'est un truc qui me fait penser... Cet épisode me fait penser à un épisode de Voyageur où je pense que c'est Seven of Nine qui est toute seule pendant un bout. Oui, c'est Seven of Nine. Ouais. Elle a C'est des ce qui lui est, hallucinations aussi, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui lui est assez lourdement reproché sur les forums. C'est pour ça qu'il est aussi mal noté sur la communauté francophone, sur Ultime Frontière, pardon. Je vais peut-être pas vous lire des extraits, mais en gros, il se fait démonter. Je cherche juste le Je truc, pense que c'est de A manière... Night in Sick Bay. Ah non, pas du tout, pardon. One de Voyager, saison Ok, 4. ouais. Ouais, non, je pense que de manière générale, arrivé à ce moment-là, l'équipe créative derrière Star Trek à la télévision commençait à être un peu asséchée. Ils commençaient à avoir moins d'idées et Enterprise, malheureusement, souffre du symptôme de recyclage. C'est beaucoup des idées qui ont déjà été faites dans TNG Deep Space Nine Voyager qui sont ressassées et recyclées ici, dans cette série-là. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, en particulier pour cet épisode, même si moi ça me fait penser de suite à l'épisode de Voyageur, moi je trouve pas que les deux ce soit les mêmes. C'est le même concept, mais c'est pas le même épisode non plus. Oui, il y a des vraies variations qui sont intéressantes entre les deux, ouais, tout à fait. Mais oui, du coup, maintenant, quand je le regarde, là, quand je l'ai relancé pour qu'on en parle là, je le savais que T'Pol, elle n'existe pas. Donc, du coup, comme Thierry, je faisais attention à si elle qu'elle faisait faisait. quelque chose qui avait aucun sens. Est-ce qu'elle caresse Portos? Je pense que la première fois, j'ai vraiment été surpris. La toute première fois. C'est possible parce qu'il faut quand même dire que l'épisode fait du bon boulot dans le sens où il essaie vraiment de rediriger ton intrigue ou l'intrigue du spectateur sur on va dire, les hallucinations que l'on ne voit pas. Genre, est-ce qu'il y a vraiment des Xindi ou des aliens ou quelque chose qui s'accroche aux parois? Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur du vaisseau? Donc, ils essayent de te distraire en quelque sorte pour pas que tu penses à tes propos. C'est des bons. Scène numéro 25, qui est la dernière scène de l'épisode. Dans le mess, Phlox et la vraie T'Pol discutent. Elle dit que Tucker a galéré à reprendre les moteurs. Puis, elle lui demande s'il a apprécié avoir le vaisseau pour lui seul tout ce temps. Et il répond « Je n'étais pas seul ». Fin de l'épisode. Il lui répond peut-être pas « Je n'étais pas seul », mais un truc proche. Bravo. J'aime bien le jeu de l'acteur à ce moment-là. Il sourit en mangeant. Il sourit en avalant un truc. Je sais pas. La bonhomie. Ouais. Bravo Roxane, c'était très cool, content de ne pas avoir eu une entité extraterrestre ou une histoire temporelle, simplement des hallucinations concrètes et une vraie histoire d'horreur bien
bien tenu de bout en bout, je trouve. C'est un C'est pur plus bottle show. ouais, c'est un thriller psychologique plus qu'un Ouais, film d'horreur. oui, c'est pas un film d'horreur, c'est vrai. Non, Alors, mais tout à fait. j'ai noté une ligne de dialogue dont on n'a pas parlé. Lalu Tipol dit à Phlox You once told Ancient Sato that it's considered healthy to hallucinate. Donc, vous avez dans le passé dit à l'enseigne Sato que c'est considéré comme étant un signe de bonne santé d'avoir des hallucinations. Et c'est une ligne de dialogue qu'il y a dans l'épisode 6 de cette saison. Exact. Eh ouais, Voilà. Et, avec le sosie de Danny Boone. Oui, voilà. C'est ça. C'est le seul truc que j'ai retenu. Voilà. Et sous l'effet du stress. Donc, on comprend que il est stressé, il est tout seul. Donc, il hallucine. Et pour le côté bonne santé, bon, je me suis posé les questions parce que voir des Xindi, pas super cool, quoi, comme hallucination. Mais justement, le fait qu'il ait halluciné Tipol, qui représente et qui lui sert en fait de je sais pas, de filin de sécurité, c'est la partie rationnelle de son esprit Tipol. Qui d'ailleurs est, du coup, ce pourquoi c'est Tipol, elle représente la partie rationnelle de son esprit qui le rassure, qui lui dit non, mais ça peut être des hallucinations, non, mais t'inquiète pas, tu vas pas tuer tout le monde, non, mais etc. etc. Et du coup, le côté sain des hallucinations des Dénobuliens, ça me paraît être ça. C'est-à-dire que comme il gère pas la solitude, typiquement, il y a quelqu'un qui apparaît pour lui tenir compagnie. Il est en train de dérailler, il y a quelqu'un qui apparaît pour l'ancrer dans le rationnel. Et je trouve qu'il y a un truc qui marche quand même. Bon, ça marche pas pour tout, parce que comme je dis, halluciner des Xindi et des zombies, c'est pas super bon. Mais on peut se dire que là, il est dans une situation vraiment extrême et que peut-être s'il était dans un stress moins intense, il y aurait que les hallucinations qui sont aidantes qui apparaîtraient et pas celles qui sont vraiment qui lui mettent dans la merde. Et on peut noter que finalement, sur les hallucinations, la première qui apparaît, c'est Tipol. Puisque les sons qu'il entendait, c'était pas des hallucinations, c'était juste des bouts de chaîne et de vapeur qui. Mon Dieu. Oui, quoi. J'adore le concept. J'aime beaucoup penser que la plupart des scientifiques ou des ingénieurs, etc., dénobuliens, qui sont sous un peu de pression, ont tous une espèce d'amis imaginaires ou hallucinés à côté d'eux, avec qui ils parlent, pour se garder motivés, puis pour réussir leurs expériences. Tu rentres dans le labo, il y en a 18 qui sont en train de parler à du vide à côté d'eux. J'aime l'idée. Et c'est comme ça qu'ils se gardent en santé. Et j'ai noté un deuxième lien avec Exile, c'est la mention de l'ancien Klingon. Je sais plus à quel moment c'est dit. Je crois que c'est dit, je comprends rien, c'est comme si vous me parliez en ancien Klingon, un truc comme ça. Et on voit de l'ancien Klingon dans Exile. Quand il est en train de... Ouais, c'était peut-être lui, c'était peut-être Chris Black qui avait écrit Exile. Ok, merci. Je sais pas, vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Petit épisode sympathico? Non, j'ai fait le tour, c'est vrai que c'est beaucoup un épisode d'ambiance, donc il n'y a pas énormément de dialogue, il n'y a pas énormément d'enjeux, etc. Même les scènes sont assez fluides, donc il n'y a pas plein de petites scènes qui s'enchaînent comme l'épisode précédent. Donc il y a moins à dire, mais ça n'empêche que c'est un épisode que je continue à penser qu'il vaut le coup d'être vu et revu. Il n'a pas coûté cher, je pense. Ah bah c'est un bottle show, c'est les décors de l'Enterprise, c'est pas de nouveaux décors. Il y a 2 acteurs dedans, enfin on voit un petit peu les autres, mais c'est vraiment pas long dans le preview. Et le chien, et c'est tout. C'est vraiment un bottle show, quoi. Et c'est ce que tu disais la dernière fois, Rémi, c'est que les bottle shows dans Star Trek sont des bons épisodes. C'est pas des épisodes où tu t'ennuies. Alors voilà, je donne une note que 6, mais ça reste mieux que la moyenne. C'est pas des épisodes où tu te fais chier parce qu'il se passe rien, tu vois. Pourtant, il y a rien, et c'est vraiment les décors habituels, un ou deux personnages habituels, et hop, terminé. Mais il y a la mise en scène, il y a les dialogues, il y a tout qui fait que ça marche. Et Bottle Show, t'as dit? Oui. C'est ça? Ça veut dire que le prochain épisode va être sûrement un peu plus
peu plus action, un peu plus SFX, un peu plus d'histoire. En général, ouais, c'est soit ça, soit le contraire, quoi. C'est Ouais. parce que pour économiser des moyens sur. Bah non, mais soit le contraire dans le sens où l'épisode avec beaucoup d'effets spéciaux est déjà passé, donc Ah oui, du coup, il faut faire réamortir. des Ok. économies. Ouais, mais Je là, me souviens pour plus le de coup, l'épisode précédent. Budget. Égaliser le budget. c'est ça. Ça marche. Ben écoutez, on a fait 1h20, c'est cool. Je suis très content parce qu'on essaye quand même de s'économiser nous aussi, parce que nous aussi on est en marathon quand même. Faut le voir comme ça. C'est une course de fond. Merci beaucoup Thierry pour ta participation. À très bientôt. Ouais, merci, c'est toujours avec plaisir. À bientôt tout le monde. Et merci beaucoup Sean pour ta participation. À très très bientôt. Merci de m'accueillir. Toutes les semaines, ici. Toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. Commentez, partagez. Ciao. Crop là. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.